Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'élection présidentielle est prévue le 22 février 2020 au Togo. Un processus électoral contesté par l'opposition qui réclame sa suspension, faute de confiance accordée à la Commission électorale nationale indépendante. Guillaume Soro interdit de rentrer au pays. L'ancien président ivoirien de l'Assemblée nationale est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis le 23 décembre, date à laquelle il devait atterrir sur le sol ivoirien après 6 mois d'absence. Et les efforts déployés par les autorités tanzaniennes pour favoriser l'accès à l'électricité ont produit des résultats encourageants. 990 000 ménages ruraux ont été électrifiés en 4 ans, ce qui incite le gouvernement à maintenir le cap vers l'électrification de tous les villages. Au Togo, la prochaine élection présidentielle est prévue le 22 février 2020. La diaspora togolaise prendra part au vote pour la première fois, mais l'organisation de ce scrutin est décriée par une partie de l'opposition qui réclame la suspension du processus électoral et la reconstitution de la Commission électorale nationale indépendante. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Plus de 3 millions d'électeurs inscrits provisoirement sur la liste électorale pour la présidentielle de 2020 au Togo. Tel est le chiffre communiqué par la Commission électorale nationale indépendante le 23 décembre 2019. À l'étranger, 348 électeurs se sont inscrits sur le fichier électoral et pourront voter seulement aux États-Unis, en France, au Gabon, en République démocratique du Congo, au Nigeria et au Maroc. La CENI a reçu en ce moment dans nos locaux 2 équipes, l'une de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et l'autre de la CEDEAO, pour pouvoir auditer au fur et à mesure le fichier électoral. Le premier tour de la présidentielle est fixé au 22 février 2020. À 3 mois de ce scrutin, des voix s'élèvent au niveau des organisations de la société civile, Front citoyen Togo debout et Synergie Togo. Celles-ci parlent d'anomalies constitutionnelles entachant la crédibilité du processus électoral en cours. Aujourd'hui, nous ne voyons pas comment est-ce que un Sénat qui n'existe pas peut nommer des membres de la Cour constitutionnelle. Nous sommes dans un véritable flou juridique, un véritable flou savamment entretenu qui donne l'impression que nous baignons dans l'illégalité avec ce processus présidentiel qui est lancé par une institution dont la composition ne répond plus aux dispositions de la Constitution. La loi organique de la Cour constitutionnelle, votée à l'Assemblée nationale ce 23 décembre, établit à 6 ans le mandat de ses membres, dont 2 sont élus par le Sénat. Le dépôt des candidatures pour ces présidentielles est fixé du 27 décembre 2019 au 8 janvier 2020. En République démocratique du Congo, les cadres politiques du Front commun pour le Congo étaient réunis le 23 décembre à Kingakati autour de leur leader, l'ancien président Joseph Kabila. Cette rencontre était l'occasion de revenir sur les causes de l'échec de leur candidat Emmanuel Shadari à la dernière élection présidentielle, mais aussi et surtout de travailler davantage sur un rapprochement à venir avec le clergé. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Le Front commun pour le Congo veut se rapprocher des clergés catholiques. Dans une rencontre de restitution faite ce lundi 23 décembre 2019 à Kingakati, la famille politique de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila note que les relations tumultueuses avec l'Église catholique sont l'une des causes de l'échec de son candidat à la présidentielle du 30 décembre 2019. Oui, nous avons reconnu avoir eu des divergences. Nous avons reconnu aussi avoir eu des incompréhensions. Mais le plus important, ce n'est plus ça. Le plus important, c'est que nous avons levé l'option d'aller vers les princes de l'Église catholique, d'ouvrir un débat avec eux. S'il y a des sujets qui font l'objet de ces contradictions, nous sommes prêts à les aborder, à aplanir les divergences. Fort de son écrasant résultat au dernier scrutin qui le place aux commandes de toutes les institutions du pays, hormis la présidence de la République, le FCC veut demeurer dans la coalition avec les Cap pour le changement et met en garde tous ceux qui s'agitent contre cette coalition. Cette coalition, c'est un impératif pour le moment parce qu'elle ne concerne pas les individus, elle concerne le pays. C'est la stabilité du pays. Voilà pourquoi il faut avoir un regard critique sur ceux qui sont en train de s'agiter et leur poser la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher?
C'était la plus grande rencontre sous l'autorité du Front commun pour le Congo depuis l'alternance enregistrée au sommet de l'État, ayant mis ensemble certains opposants qui ont combattu le régime de l'ex-président Joseph Kabila. Le Front commun pour le Congo ambitionne désormais de se transformer en parti politique. L'affaire fait grand bruit. L'ancien président ivoirien de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis le 23 décembre, date à laquelle il avait prévu de rentrer en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes l'accusent de tentative de déstabilisation et de détournement de deniers publics, des accusations que l'intéressé réfute en dénonçant un coup du pouvoir. 15 de ses proches ont d'ailleurs été placés sous mandat de dépôt ce mardi. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020 crie au complot depuis l'Europe où il s'est réfugié. Retour sur cette affaire avec Amenedj. Alors qu'il s'apprêtait à regagner son pays après 6 mois d'absence, un mandat d'arrêt international a été émis lundi 23 décembre 2019 par la justice ivoirienne contre l'ex-chef de la rébellion Guillaume Soro. Ce dernier est accusé de tentative de déstabilisation et détournement des deniers publics qui intervient à quelques mois de l'élection présidentielle ivoirienne de 2020 à laquelle il a officialisé sa candidature en octobre dernier après être passé dans l'opposition en début d'année. Certains observateurs s'interrogent sur le timing de cette affaire quand on sait que Guillaume Soro avait été plusieurs fois cité dans différentes affaires qui sont restées sans suite judiciaire. Certains s'interrogent de savoir est-ce que ce n'est pas parce que Guillaume Soro est opposé au régime actuel. Guillaume Soro était vice-président du Rassemblement des Républicains qui se transforme en Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, après avoir fusionné avec d'autres partis. Ex-allié du président Alassane Ouattara, Guillaume Soro, qui fut également Premier ministre de 2007 à 2012, avait rendu sa démission de son poste à la tête de l'Assemblée nationale en février 2019, les tentatives de dissuasion de quitter le RHDP ayant été vaines. La justice doit rester loin de l'instrumentalisation politique, donc il faut permettre à ce que les enquêtes se fassent sans parti pris, de manière équitable, de manière juste, sans l'intervention du politique. Il est du rôle du gouvernement de travailler à rassurer les différents acteurs pour que le processus électoral se déroule donc de manière inclusive. À 10 mois du scrutin présidentiel, Soro était perçu comme un challenger et son retour au pays, prévu après 6 mois d'absence, était impatiemment attendu par ses partisans pour lancer sa campagne électorale. L'Afrique poursuit son chemin vers l'électrification, un enjeu déterminant pour le continent puisque plus de 57% de la population du continent n'a pas accès à l'électricité. Un chiffre que la Banque africaine de développement et le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique vont tenter de faire baisser par la mise en place d'un plan pour un réseau et un marché électrique commun. Plus de détails avec Nelly Claude Bessa. La Banque africaine de développement et l'Agence de développement de l'Union africaine envisagent d'électrifier le continent africain. Dans le détail, le projet qui vise à doter l'Afrique d'un réseau de transport continental intégré pour relier les services publics d'électricité nationaux à des pôles énergétiques régionaux et finalement à un réseau de transport à l'échelle du continent. Ce système ambitionne à terme de garantir le développement de marchés de l'électricité compétitifs au niveau régional et continental. Un tel projet devrait avoir pour objectif d'optimiser la capacité énergétique générale, de rationaliser la qualité de l'énergie et bien sûr de privilégier les zones industrielles à grande capacité de production. Il est également prévu de créer un marché pour le commerce de l'électricité, le développement d'un réseau de transport d'électricité unifié et d'un marché pour le commerce de l'électricité sont considérés comme une priorité essentielle pour améliorer la vie des populations à travers le continent. L'Afrique gagnerait donc d'abord à produire l'énergie de façon qualitative, réadapter pour chaque pays, l'intégrer aux capacités nationales pour chaque pays, pour que toutes les capacités nationales puissent être optimisées de façon globale et avoir une optimisation généralisée de l'offre en énergie en Afrique et bien sûr de la contribution de l'énergie au développement économique.
Ce projet, qui apportera l'accès à une électricité fiable et sûre, permettra des gains de productivité inter- et intrasectoriels pour mettre à profit l'innovation dans la perspective de produire une électricité qui soit de qualité, durable et bon marché. Le secteur privé sera appelé à participer au projet de transmission sur le continent. 990 000, c'est le nombre de ménages ruraux qui ont été électrifiés durant ces 4 dernières années en Tanzanie. Une performance encourageante pour les autorités qui ambitionnent de maintenir le cap afin de parvenir à l'électrification de tous les villages d'ici 2021, sachant qu'environ 600 villages sont concernés. Siamlo Victoria Sedji. Les Tanzaniens sortent de plus en plus de l'obscurité. Ces 4 dernières années, 990 000 ménages ruraux ont été électrifiés d'après les autorités. Pour rappel, le taux d'électrification en zone rurale demeure très faible. Il est de 49,5% contre 97,3% en zone urbaine. Il y aura une tolérance zéro afin de nous assurer que nos 12 000 villages sont connectés d'ici juin 2021 et nous imposerons des mesures strictes dans l'atteinte de ces objectifs ambitieux. L'exécutif tanzanien a fait d'énormes efforts en matière d'électrification. 67,5%, c'est le niveau global que le pays a atteint en 2018 contre 40% en 2015. D'ici 2021, les autorités espèrent électrifier tous les villages. C'est une bonne nouvelle pour l'économie parce que l'électricité est un facteur de production. Ça contribue à améliorer les conditions de vie. Et si chaque année, le gouvernement projette d'électrifier un certain nombre de ménages, au bout d'un certain nombre d'années, certainement le gap que vous relevez peut être comblé. La capacité actuelle installée du réseau électrique est de 1263,6 MW avec un mix énergétique de 85,62%. Et en 2017, la Tanzanie faisait partie du top 10 mondial des pays qui valorisent le renouvelable. Fortement engagé dans le développement du secteur énergétique, l'exécutif espère développer une véritable industrie locale de fabrication d'une partie des équipements utilisés. Le journaliste béninois Ignace Sossou a été fixé sur son sort ce mardi 24 décembre. Le tribunal de Cotonou l'a condamné à 18 mois de prison ferme et à une amende de 200 000 francs CFA. Il avait été arrêté le 20 décembre au prétexte d'avoir relayé des propos du procureur de la République sortis de leur contexte sur les réseaux sociaux. Une situation décriée par les acteurs de la profession qui dénoncent une atteinte à la liberté de la presse. Le résumé de cette affaire avec notre correspondant Leftionou. En service dans un organe de presse privée en ligne, le journaliste béninois Ignace Sossou a été interpellé à son domicile par l'Office central de répression de la cybercriminalité vendredi 20 décembre 2019. Il lui est reproché d'avoir relayé et travesti sur un média social les propos du procureur de la République venu animer l'une des communications à l'occasion du forum Veriforce tenu à Cotonou. En conférence de presse lundi 23 décembre 2019, l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a dénoncé la privation de liberté des journalistes et a plaidé pour sa libération. Cette situation, qui fait suite à plusieurs autres, interpelle doublement l'Union des professionnels des médias du Bénin sur les menaces qui planent sur les journalistes. Des journalistes sont privés d'emploi, d'autres interpellés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit entre autres de la suspension jusqu'à nouvel ordre de la radio Soleil FM par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et du procès devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET du journaliste économiste Casimir Pédjo. En exposant le professionnel des médias à la CRIET pour des délits de presse, le Bénin amorce un recul historique qu'il convient dès à présent de corriger. Association professionnelle à caractère syndical, l'UPMB en appelle à la conscience professionnelle des acteurs des médias face aux menaces auxquelles est confrontée la profession. De vives inquiétudes sont émises sur l'application de la loi portant code du numérique sur les journalistes au cours de l'exécution de leurs tâches professionnelles depuis sa promulgation le 20 avril 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.